Donc bonjour tout le monde. On est heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On va vous faire une petite restitution, enfin petite, assez large même, de tout le programme veille sanitaire vanoise. Et sans plus tarder, j'ai le plaisir de céder la parole à Eric, notre vétérinaire référent, parce que je pense que dans l'Assemblée, tout le monde ne le connaît pas. Voilà. Oui, bonjour à tous. Très content d'être enfin parmi vous depuis tout ce temps. Oui, donc je suis vétérinaire, co-animateur du suivi sanitaire de la faune sauvage depuis quelques années. Et là, je vais vous parler de ce suivi qui a été initié il y a déjà très longtemps par Jean Ars et Dominique Gauthier et qui perdure grâce à l'action et à la motivation des agents de terrain. Donc, vous allez voir que ce suivi est très dépendant de votre action. Donc, on va parler un petit peu du bilan sanitaire de la veille sanitaire qui a été faite en 2020, qui a été assez perturbée par le Covid, notamment par la période de confinement, là, donc, qui est en général la période où il y a le plus de mortalité, notamment chez les ongulés. Donc, vous allez voir qu'il y a des petits creux dans les courbes, qui est dommage parce que ça se présente quand même, ce suivi sanitaire a été bien relancé depuis 3 ans. Donc, on va parler à la fois de surveillance et d'événementiel, donc là, tout ce qui peut arriver de façon fortuite, et puis la surveillance qu'on fait de façon programmée sur les bouquetins et les galliformes. Et on parlera un petit peu des applications de ce suivi, donc notamment en ce qui concerne les interactions ongulées domestiques et sauvages. Donc ça, c'est la restitution du programme Alcotra qui a été fait là sur le bouquetin depuis 4 ans. Également des applications sur le suivi galliforme. Et nous finirons par quelques actualités sanitaires, puisque certains d'entre vous ont posé des questions sur un peu la grippe aviaire, la peste porcine et les maladies transmises par les tiques, qui sont de plus en plus d'actualité malheureusement. Donc on va commencer par la surveillance et l'événementiel. Donc depuis 2014, c'est ça, tous les agents possèdent une tablette et une application GeoNature qui leur permet de saisir leurs observations en temps réel. Et donc, ça marche aussi pour les cas de mortalité qui non seulement sont saisis immédiatement, mais en plus sont centralisés. Donc ça, c'est vraiment un réflexe à acquérir. On voit que la courbe avait beaucoup monté là, depuis ces dernières années. Et là, il y a eu un petit creux, donc justement à cause du confinement, qui a fait qu'il y a peut-être pas mal de cas de mortalité qui sont passés à l'as. Donc cette base de données de cas de mortalité, elle est très intéressante puisqu'elle nous permet d'avoir un signal d'alerte et d'avoir une réactivité en cas de mortalité anormale, surtout qu'on peut la croiser avec d'autres banques de données comme le suivi SAGIR, la base de la LPO, la mortalité anormale des ruminants domestiques. Et donc, on peut en avoir déjà une petite application sur ce premier maillon du suivi sanitaire. Donc, les cas de mortalité, la répartition, voilà, c'est vrai que les cas de mortalité les plus recensés sont tous les ongulés, mais on remarque quand même que il y a aussi d'autres mammifères, notamment avec une vigilance vis-à-vis de la mortalité des carnivores, avec un suivi toxicologique. Également la surveillance des chiroptères, tous les ans on récupère quelques animaux de cette catégorie-là. Pour les oiseaux, l'accent est porté sur des espèces patrimoniales telles que les galliformes et les grands rapaces, mais aussi sur les passereaux, notamment dans le cadre d'une surveillance contre les virus aviaires, notamment les grippes, le West Nile et l'Uzutu, qui est le cousin du West Nile. On en reparlera un petit peu plus loin. Pour les amphibiens, on a également une vigilance vis-à-vis des ranaviroses. Donc vous voyez que l'espèce phare pour laquelle on a le plus de données, c'est vraiment quand même le bouquetin, qui est dont les cadavres sont ceux de grande taille et qui sont les plus faciles à retrouver sur le terrain. Le deuxième aspect de la surveillance événementielle, ce sont les autopsies. Donc là, ça demande de trouver des cadavres en bon état de conservation sur le terrain, morts récemment, et qui sont donc congelés puis acheminés vers le laboratoire départemental. Donc là, on voit la courbe qui n'est pas complète, puisqu'en 2020, on bat tous les records, puisqu'on a finalement, en rajoutant les autopsies qu'on a faites hier,
On est à 26 autopsies donc, dans l'année 2020, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, puisque là, sur le plan financier, on avait ciblé à peu près une vingtaine d'analyses par an. Donc là, vous voyez qu'on est, on est bien dans les clous, et depuis 3 ans, on est quand même, grâce à la collecte sur le terrain, on est quand même bien dans ce qu'on voulait faire. Donc ces autopsies sont axées sur les espèces cibles, donc les espèces patrimoniales, donc là, hein, bon, bouquetin, lièvre variable, galliforme, grand rapace. Et le chamois et le lièvre sont pris en charge, donc sont aussi collectés, mais sont pris en charge par la Fédération de chasse de Savoie. Donc là, ces données qu'on collecte donc au fur et à mesure sont ajoutées à la banque de données qui a été mise à jour en 2017. Et donc là, maintenant, qui constitue quand même une base de bientôt 1000 données. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant sur une trentaine d'années. On remercie aussi le laboratoire départemental hein, qui fait toutes les analyses et qui est toujours disponible pour ça. Et là, un gros intérêt de ces autopsies, c'est qu'elles font l'objet d'une harmonisation progressive des résultats pour donc intégrer le programme Epiphone. Donc, à nouveau, donc là, vraiment, hein, cet aspect-là du suivi sanitaire, il est uniquement dépendant de la motivation des agents. Et ça, c'est vraiment, je tiens à remercier tout le monde là d'avoir, depuis si longtemps, de continuer à faire ces prélèvements. Donc, on voit parmi la répartition des espèces là, sur les dernières années, donc en fait, on voit que le bouquetin, donc un petit peu comme dans les suivis des cas de mortalité, c'est quand même l'espèce qu'on ramasse le plus. Ensuite vient le chamois et puis les autres ongulés, hein, donc les grosses espèces, qui sont les espèces qui ont aussi un enjeu sanitaire le plus important, hein, donc ils peuvent être éventuellement porteurs de maladies partagées avec la faune domestique. Donc c'est quand même très important de focaliser notre recherche sur ces espèces-là. Pour les oiseaux, donc longtemps, donc ce sont les grands rapaces qui dominaient. Et là, depuis quelques années, avec les suivis importants, les programmes sur les galliformes, donc on voit que les galliformes atteignent pratiquement la moitié des oiseaux récoltés. Et de la même façon, hein, ce sont des oiseaux d'un petit peu de grande taille, donc ils sont plus faciles à récolter. Donc voilà, donc on voit que cette répartition, voilà, trois quarts des oiseaux concernent les galliformes et les grands rapaces. Ouais, simplement pour une précision, hein, c'est ce que disait Eric en début de présentation. On trouve ce qu'on détecte le plus facilement. Ce qu'on détecte le plus facilement, ce sont aussi des espèces parapluies, et donc c'est aussi ces cadavres récoltés, nécropsiés et analysés. C'est aussi de formidables outils de sensibilisation aux acteurs du territoire pour mettre en place des mesures d'atténuation d'impact. Voilà, donc il y a un lien effectivement de cause à effet entre taille des animaux et détection. Mais en cascade, bien évidemment, en collectant ces échantillons-là, on travaille, je prends l'exemple des oiseaux, sur tout le cortège aviphonistique, bien évidemment, quand on met en place des mesures de gestion derrière. Pour les résultats des autopsies, parmi les choses les plus marquantes, donc on a notamment sur les bouquetins, donc là, qui est l'espèce la plus représentée. Donc on remarque que dans la moitié des cas, pratiquement, donc la cause de mortalité et de la pneumonie, on y reviendra un peu plus tard hein, sur le sujet, donc sur les restitutions Alcotra. Donc on voit quand même que c'est la dominante pathologique des bouquetins, mais pas seulement, hein, de tous les ongulés de montagne. On en reparlera ensuite. Viennent ensuite les accidents. Hein, donc là, bon, le bouquetin, dans le milieu dans lequel il vit, c'est pas anodin. Donc en fait, on a des mortalités par dérochage, par avalanche, hein, qui est quand même classique. Et ensuite, donc le dernier cas, on a des populations vieillissantes avec donc certains animaux qu'on retrouve et qui sont en état de misère physiologique parce qu'ils sont arrivés au bout de leur vie. Pour les oiseaux, là, il y a probablement plus un biais de collecte, c'est qu'on voit quand même que les 3/4 des mortalités sont des mortalités traumatiques hein, dans les animaux autopsiés. Donc là, voilà, c'est quand même une dominante, notamment les galliformes et les rapaces qui malheureusement percutent des câbles, se percutent des baies vitrées, des choses comme ça. Donc la mortalité s'explique comme ça, mais quand même, je pense qu'on passe à côté
d'un certain nombre de pathologies sur des animaux qui sont malades et qui sont de ce fait prédatés beaucoup plus facilement et qui échappent aux autopsies. Voilà, donc c'est des fois un petit peu décevant de faire des autopsies d'oiseaux parce qu'on trouve pratiquement toujours de la traumatologie et voilà, donc des fois on pourrait espérer trouver des maladies qui certainement existent dans cette catégorie d'animaux, mais malheureusement qu'on ne retrouve pas parce voilà, les renards passent avant nous. Dans cette surveillance événementielle, il y a d'autres suivis, notamment la mortalité des amphibiens. Je ne sais pas si tu veux en parler, Ouais, Jérôme, là. volontiers. Donc depuis quelques années, suite à l'alerte qu'il y avait eu sur Plan du Lac avec une mortalité anormale et carrément massive d'amphibiens là, sur la zone de Plan du Lac, on s'est aperçu qu'on avait du ranavirus dans le parc de la Vanoise, donc comme tous les autres parcs de montagne d'ailleurs. Et petit à petit, on progresse aussi dans notre manière de faire pour pouvoir acheminer les échantillons, les analyser et avoir les résultats. Juste pour information, là, il y a des tractations en cours en ce moment dans le cadre du volet veille sanitaire interparc, où on est en train de monter une collaboration avec l'école pratique des hautes études et le centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, justement pour améliorer cette chaîne de collecte et d'analyse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les échantillons de Plan du Lac ont été perdus, malheureusement. Bon, après, il n'y a pas de doute hein, sur l'origine de la mortalité, mais j'aurais aimé qu'on évite de tomber dans ces travers-là. Et donc là, il y a des choses qui sont en train de voir le jour. Certains d'entre vous ont participé à une réunion il y a 2-3 semaines maintenant. On a transmis tous les échantillons qu'on avait collectés avec suspicion de ranavirus. Hein, je pense notamment au secteur de Haute-Tarentaise, donc des échantillons qui avaient été également collectés en 2019 par certains d'entre vous. Donc on est en attente des résultats et on a bien fait comprendre que voilà, nous on veut bien passer par le volet universitaire public, mais que en termes de gestion, communication, parce que c'est quand même assez effrayant, surtout en période comment dirais-je, d'exposition au tourisme, il faudrait qu'on soit en mesure de faire un retour justement sur ces cas détectés par le grand public. Donc voilà, on a mis un petit coup de pression au labo pour que les analyses soient faites. Je crois qu'on a fixé un seuil entre 1 et 2 mois, et pour pouvoir restituer au max à 3 mois post-collecte. Et puis parallèlement à ça, on a d'autres projets, on ne va pas en parler aujourd'hui, sur lesquels on est en train d'investiguer au niveau du parc, où on essaye aussi de mettre en concurrence le privé sur ce séquençage ranavirus par les méthodes ADN environnemental notamment. Donc voilà, on progresse pour mieux détecter, mieux comprendre ce qui se passe, sachant que c'est ranavirus et chytridiomycose, hein, ce sont des maladies qui potentiellement, sur certaines régions du globe, peuvent causer la disparition de la totalité d'une population d'amphibiens, par exemple, ou 90%. Voilà, donc il y a des choses qui sont en train de se monter et on progresse. Dans les autres suivis, donc, il y a le suivi toxicologique, donc notamment les grands rapaces donc, font l'objet de recherches sur la plombémie notamment. Hein. Donc là, il y a 2 ans, donc au précédent COPIL, donc on avait Ilka Champly d'Aster nous avait pu nous présenter quelque chose qui était très intéressant, hein, avec notamment ce saturnisme lié à des animaux blessés par plomb, hein, donc quelque chose d'assez nouveau et qui confirme quand même voilà, on a du saturnisme aigu lié au tir et à la mortalité directe, mais également des oiseaux qu'on pensait donc, qui avaient réchappé de tir et qui en fait après déclenchent un saturnisme chronique lié à ces plombs qui sont enquistés dans leur organisme. Pour info et pour retour d'expérience, là dans les Pyrénées, on avait collecté un gypaète qui avait été victime d'une percussion avec un câble. Et en fait, l'origine de sa percussion, c'était seulement et uniquement 3 plombs de chasse, donc d'armes à canon lisse de taille 7, donc 3 petits plombs qui étaient à l'origine d'un taux de plomb dans le sang absolument colossal et qui avait été à l'origine de cette collision-là. Autre précision aussi, c'est un gros atout qu'on a au sein du parc de la Vanoise, c'est qu'on a quand même une ligne budgétaire de presque 3 000 € justement pour ces suivis toxicologistes grands rapaces. Et c'est aussi un outil qui peut nous permettre de faire le lien avec des pratiques, enfin voilà, faire le lien avec l'utilisation des produits par exemple interdites à la vente.
Quand on collecte, voilà, là, cette année, il y a encore 2 éperviers qui sont rentrés. On a l'aigle plumas qui a été collecté, on a le gypaète bellevarde. En fait, en faisant des analyses toxicos sur ces oiseaux-là, on est capable aussi de voir, de détecter si des molécules sont utilisées alors qu'elles sont interdites à la vente, et potentiellement détecter des pratiques ben voilà, qui n'ont plus leur place dans notre société. Et donc potentiellement aussi, sur tout ce qui est police derrière, pouvoir investiguer et essayer de faire changer les mentalités et les pratiques. Voilà. Donc c'est absolument primordial et très important de pouvoir continuer à collecter ces cadavres de rapaces. Voilà. Pour les chiroptères, donc, il y a depuis très longtemps un suivi de mortalité anormale qui est en place sur le plan national, qui était un petit peu abandonné. Et là, du fait du Covid, apparemment, donc, ce suivi est plutôt relancé. Et donc, on est de nouveau dans la boucle donc, des résultats. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Donc là, en 2020, il n'y a pas eu de choses exceptionnelles sur les 13 cas d'épisodes de mortalité anormale. Mais bon, c'est intéressant quand même d'avoir un suivi sur ces espèces qui sont également patrimoniales. Et petite piqûre de rappel, mais si Benjamin est là, il vous en parlerait mieux que moi. Mais voilà, si vous êtes amené à manipuler des chiroptères, voilà, si vous n'êtes pas vacciné contre la rage, etc., c'est un non négatif, sauf avec les gants qui vous ont été fournis dans les kits outils veille sanitaire. Voilà, il faut être absolument et extrêmement rigoureux là-dessus. Et enfin, une autre action donc, événementielle, donc c'est l'action qui est mise en place sur les animaux en détresse, donc avec une convention avec le centre du Ticodrome dans l'Isère, donc où tous les ans donc, on envoie quelques animaux blessés. Et là, l'exemple de cette réussite, hein, c'est cet oiseau, cet aigle, hein, qui est resté 6 mois en centre et qui a pu être relâché au mois d'octobre, qui est toujours vivant, qui a été relâché sur Sainte-Foy et qui a au-dessus du Monal et qui est donc toujours vivant et a fait une incursion en Italie et est revenu donc sur Sainte-Foy de ce printemps. Donc ça c'est vraiment des choses très encourageantes quoi, pour les gens qui sont investis sur ces oiseaux. Petite parenthèse là sur l'action de sauvetage de plumas. Donc il est revenu sur Sainte-Foy, l'oiseau. Hein. Mylène vous a transmis un message il y a peu de temps. Voilà, globalement, ce qu'on a remarqué alors l'échantillon n'est pas représentatif, hein, mais sur les grands rapaces qu'on a équipés de balises GPS ces dernières années, en fait, et c'est ce qui, voilà, on a remarqué que pendant les périodes de mauvais temps, les oiseaux allaient se tuter très bas en vallée. Donc c'est des choses voilà, à dire d'expert, on aurait très bien pu dire, mais là on le voit et c'est quand même assez marqué et significatif, que ce soit sur les gypaètes ou l'aigle plumas en l'occurrence. On a eu des cas de forte suspicion de mortalité et d'inquiétude parce que les oiseaux restent vraiment longtemps au même endroit pendant les périodes de mauvais temps. Autre petite précision, on a une convention, hein, Eric vous le disait, avec le centre de soins du Ticodrome sur une durée de 3 ans. Donc là, on arrive dans la 3e année. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un centre de soins faune sauvage qui est en train de se créer dans les pays de Savoie, là, donc au-dessus de Chambéry. Donc je pense que quand il va falloir renouveler la convention, il va falloir qu'on se rapproche de ce nouveau centre de soins. On a déjà discuté avec Mireille du Ticodrome pour essayer de voir comment on pourrait monter quelque chose un petit peu de tripartite pour voir quels animaux on rapatrie au Ticodrome, parce qu'il y a des spécialités par centre de soins. Aujourd'hui, le Ticodrome, il est vraiment monté en compétence sur les grands rapaces, fort de l'expérience des Galalia dans le sud-ouest, chose que ne pourra pas faire le centre de soins des pays de Savoie. Donc voilà, il va falloir qu'on ait une phase de réflexion là-dessus pour harmoniser la grande quand même quantité d'animaux qui transitent par ces centres de soins. Voilà, donc nous espérons que on pourra se voir en présentiel en fin d'année lors du comité de pilotage où on invitera le nouveau centre de soins et on aura peut-être l'occasion de discuter à ce moment-là de l'avenir. Le dernier aspect de la surveillance événementielle, c'est ce qu'on appelle la surveillance événementielle renforcée. Donc, on a beaucoup de chance dans nos parcs d'altitude, en fait, c'est d'avoir à la fois des espaces ouverts qui nous permettent de voir les animaux dans la journée, et en même temps des espèces qui sont assez relativement visibles aux jumelles ou à la longue vue.
et ce qui nous permet, en cas d'épisootie, d'organiser des tournées. Hein, donc ça, c'est le cas de la kératoconjonctivite, hein, qu'on suit déjà depuis très longtemps. Et donc, là, qui nous permet de dire à l'heure actuelle qu'après les grandes épidémies, on va y revenir un petit peu plus tard, là, mais à l'heure actuelle, on n'a plus que surtout des cas isolés avec peu de stades graves. Donc, on a une persistance à bas bruit sur la plupart des populations de chamois et de bouquetins, avec l'entretien d'une certaine immunité. Donc, apparemment, donc on a un peu en ce moment un statu quo, une sorte de vie en équilibre avec la kératoconjonctivite. Et on fait également des tournées en cas de signalement de cas pathologiques. Ça a été le cas donc, cet automne avec le chamois à gros testicules là, qui avait été trouvé donc, sur Tignes, hein, sur la Sassière. Et là, donc, un aspect qui est très important, c'est de faire des photos, hein, quand des fois donc, on a des cas un peu suspects, de façon à pouvoir être réactif. On a eu également aussi le cas de goéland, hein, le gros bouquetin là, qui est sur la Maurienne, qui a une énorme masse abdominale. Et voilà, donc c'est intéressant de pouvoir faire ces suivis visuels et de voir un petit peu l'évolution. On a eu le cas également, là, il y a plus récemment, donc c'est sur 2021, mais là, de d'ectima, hein, détecté là, à Fourneau. Donc, ces observations-là, elles sont majeures, puisqu'en fait, elles permettent de faire des tournées ensuite pour voir si c'est quelque chose un cas isolé ou s'il y a quelque chose de plus important. Tu peux préciser, du coup, Eric, s'il te plaît, d'ectima, Oui, l'ectima, c'est une maladie virale donc, qui fait des croûtes, enfin des boutons et des croûtes sur les lèvres. Et donc, ça fait des animaux qui ont des lèvres très enflées, très bourgeonnantes, et qui peut les empêcher de se nourrir. Et c'est un virus qui est très répandu dans le milieu extérieur et qui ne s'exprime que relativement rarement sur la faune sauvage, mais qui a été responsable de certaines épidémies relativement importantes, notamment en fin d'hiver, hein, dans certaines populations de chamois, enfin surtout de chamois d'ailleurs, donc dans le passé. Donc d'où l'importance de surveiller ces épisodes. Oui, vas-y, c'est bon. Ouais, petite précision aussi. Donc, déjà, tout d'abord, je voulais remercier les équipes de terrain d'être aussi vigilants et de nous faire remonter tous ces cas, voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde et il faut avoir l'œil affûté. Et donc après, c'est intéressant parce que justement, on peut en discuter avec Eric, avec les autres acteurs du comité de pilotage veille sanitaire, et ça nous permet aussi en cascade après d'échanger sur les interactions faune sauvage, faune domestique. Eric en reparlera. Je voulais simplement vous dire qu'avec nos acolytes chargés de mission faune des autres parcs, y compris les Pyrénées, on est en train de réfléchir aussi à la mise en place d'un petit protocole de suivi symptomatique sur population. Voilà, c'est des choses qui avaient déjà été lancées à l'Interparc depuis des années et ça n'avance pas. Donc on a pris les devants là-dessus en s'entourant de statisticiens pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire et qui soit pertinent et efficace. Donc c'est en cours, hein, parce que voilà, en Vanoise, on a les sites de référence Bouquetin sur Modane et Champagny avec la veille sanitaire active et des sérologies où on a une vigilance et on est capable un petit peu sur les animaux capturés de comprendre et de voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas le cas de toutes les populations d'ongulés sauvages du parc, hein, notamment sur la population transfrontalière. Vous n'êtes pas sans savoir, et Bruno Bassano le rappelait en CS il y a une semaine ou deux, que les chèvres férales dans le Grand Paradis et en Italie, c'était pas du tout la même chose qu'en France, et c'était même plus complexe à gérer et qu'il y en avait en plus grand nombre, que ces chèvres férales, elles transmettent des maladies. Et voilà, donc sur le parc, avec l'activité pastorale qu'il y a, il faut qu'on soit vigilant et qu'on soit capable d'apporter des réponses en assurant le suivi de la faune sauvage. Donc il faut trouver des solutions sur les populations qui ne font pas l'objet de sérologie, d'où nos inquiétudes avec les autres chargés de mission faune. Donc on est en train de plancher là-dessus. Et voilà, mais c'est vraiment important le suivi que vous faites au gré de toutes vos missions et tous les cas que vous nous faites remonter. Donc des fois, ça peut être rien ou passager, mais peut-être qu'un jour, ça sera important. Donc voilà, on voulait avec Eric vous en remercier. Voilà, c'est important de garder cette habitude d'observer les animaux de façon un petit peu précise, parce que c'est vrai qu'en conditions normales, en fait, vous allez avoir rarement plus d'1 ou 2% de cas, entre guillemets, pathologiques, d'animaux qui toussent, d'animaux avec des cornes cassées, des choses comme ça, des boiteries. Mais voilà, le jour où vous allez avoir une épidémie, là, vous allez voir des choses. Donc, c'est pour ça, garder toujours cet entraînement et cette curiosité. Pour en revenir aux chamois, donc avec les gros testicules, là, donc
Ça fait frémir à chaque fois qu'on a un cas comme ça, parce que voilà, ça fait penser à la brucellose du Bargy, quoi. Donc là, très vite, grâce à l'intervention, à l'autopsie de cet animal et aux tournées de suivi qui ont été organisées, on a pu exclure la brucellose. Et donc, il s'est avéré que c'était donc une tumeur des testicules, donc un cas complètement isolé et individuel. Et donc, mais par contre, voilà, on a été quand même très content de cette réactivité qui montre quand même l'efficacité de ce qu'on peut avoir sur le terrain. On passe maintenant à la surveillance programmée. Donc ça consiste essentiellement dans le suivi sérologique du bouquetin. Donc là aussi, les captures, ce suivi, il est essentiellement lié aux captures et au maintien du savoir-faire et de la motivation des équipes sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment avec le turnover qu'il y a donc là dans les différents secteurs, c'est important de maintenir cette technicité et cette compétence. Voilà, donc là, ces captures ont fait l'objet d'un guide de capture qui est disponible là, donc sur le site du parc. Et voilà, en 2019, on avait pu organiser une formation prise de sang. Et ce serait intéressant d'en refaire en fonction des besoins sur le terrain, donc que ce soit en Maurienne ou en Tarentaise. Donc ça, on a toujours trouvé quelques éleveurs là qui sont disponibles pour qu'on aille faire le test sur des chèvres qui sont quand même plus faciles à manipuler que le jour où on capture sur le terrain les bouquetins. Donc là, sur les 4 ans qui viennent de passer, il y a eu plus de 80 sérologies qui ont été effectuées. Avec le programme Alcotra, on a pu essayer de faire des croisements avec les données GPS qui n'ont pas été forcément, qui n'ont pas montré forcément des bonnes choses, mais par contre qui ont montré qui ont confirmé ces corridors de déplacement des bouquetins qui sont particulièrement importants et donc qui peuvent aussi véhiculer les maladies avec ces déplacements-là. Ces sérologies, elles sont super importantes parce que à l'heure actuelle, c'est un des seuls moyens qu'on a de répondre au monde agricole et cynégétique. Donc en disant, voilà, le bouquetin est des fois un petit peu le bouc émissaire il va nous apporter un tas de maladies. Et là, on a le moyen de répondre. Et donc là, notamment sur les dernières années, on peut dire que avec plus des 900 sérologies qu'on a pu faire sur le bouquetin depuis le début du suivi du parc, on n'a pas de brucellose. Et les maladies, notamment communes aux animaux domestiques et sauvages, sont relativement peu répandues, puisqu'on n'a que quelques pourcents de fièvre Q, de chlamydiose et d'agalaxie notamment, donc qui ont été des maladies qui impactent des fois lourdement les troupeaux domestiques. Donc là, on verra un petit peu plus tard ce qu'on peut en déduire. Une autre surveillance programmée, ça c'est le suivi parasitaire des galliformes. Là, pareil, grâce à l'action de certains d'entre vous, on a pu, sur une trentaine d'années, obtenir à peu près 3000 données, entre les tractus digestifs et les crottes. Donc, on a une assez bonne connaissance au moins de l'état parasitologique des galliformes de Vanoise, ce qui nous permet maintenant de faire un suivi plus léger et plus ciblé, avec 2 problématiques principales. Le tétralyre et le dérangement hivernal, donc ça c'est ce que vous faites, les prélèvements que vous faites dans le cadre du Poya Bird Ski. Et l'autre aspect, c'est l'agopède et le changement climatique. Donc alors là, ça n'a pas forcément été sur la Vanoise simplement, c'est plus large comme recherche, d'ailleurs comme le Poya Bird Ski d'ailleurs. Mais par contre, donc, il va vous montrer qu'on peut, ce suivi sur le lagopède est particulièrement intéressant. Et là, donc, vient de se mettre en place donc, un Poya espèce artico-alpine où il y a un aspect suivi du parasitisme. C'est dans le cadre, juste petite parenthèse, c'est dans le cadre de ce Poya espèce artico-alpine sur lequel on est partenaire, technique uniquement, qu'on va mettre en place les suivis par bioacoustique sur le site de Plan du Lac cette année. Voilà. Voilà, donc on a fini un peu sur ce bilan de la veille 2020. Là, on va parler un petit peu des applications que peuvent avoir donc, ces résultats voilà, donc là, ces dernières années, ce qu'on a essayé de faire, c'est une sensibilisation des professionnels et du grand public. Donc, c'est les restitutions Alcotra qu'on a essayé, qui étaient programmées en 2020, qui malheureusement, du fait du Covid, n'ont pas pu se dérouler normalement. On a quand même eu la chance d'en faire une réunion donc, à Pézé-Nancroix en octobre, si mes souvenirs sont bons, en novembre. Octobre. Et donc, on n'a pas été aidé non plus parce qu'on a eu quand même un mauvais temps, donc on n'a pas pu faire forcément bien la sortie de terrain qu'on avait prévue.
mais qui a permis d'échanger avec le grand public sur ces aspects maladie des ongulés. Également, un point très important, c'est la note chef féral qu'on essaie de finaliser à l'heure actuelle avec un arbre décisionnel suite aux problèmes entre guillemets médiatiques qu'on avait eu avec donc, ces chèvres en haute parenthèse. Donc là, essayer de donner un élément de décision pour les maires et les gestionnaires des espaces protégés. Voilà, pour que la chaîne de réaction soit la plus rapide possible et éviter ces cas. Voilà, qu'on aille très vite, en fait. Les problèmes de chef féral, moins on les règle rapidement, plus c'est compliqué à régler. Alors là, voilà, donc là, on espère une fois que cette note sera validée, qu'on pourra fournir un outil intéressant pour les décisionnaires, les élus. Enfin, on parlera un petit peu des actions en alpage. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que, dans le cadre du suivi sanitaire du parc du Mercantour et de mon action au groupement de défense sanitaire du 04, je commence à mettre en place là, sur le Mercantour. Et ce serait très intéressant pour en discuter en interne, mais donc de mettre en place sur certains alpages une formation des bergers, des échanges sur les bonnes pratiques donc pour éviter les transmissions de pathologies entre animaux domestiques et animaux sauvages. Donc là, je vous présente vite fait ce qu'on avait fait à Pézé. Hein, donc un petit peu le bilan de l'alcotras, à la fois sur le bouquetin et aussi sur le chamois. Donc pourquoi faire ce suivi sanitaire? Ça va permettre d'abord une surveillance des maladies partagées entre la faune domestique et la faune sauvage. Hein. Là, donc tous les animaux, les petits ruminants ont souvent des maladies communes. Et donc, c'est important de les surveiller, et de les surveiller dans les deux sens, c'est-à-dire donc les transmissions, elles peuvent s'effectuer autant du domestique vers le sauvage, ce qui est la cause la plus fréquente, mais également parfois en retour, donc de la faune sauvage vers la faune domestique. Et ça, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Il y a également un aspect surveillance des maladies émergentes. On verra que les ruminants sauvages sont quand même des très bonnes sentinelles de ces maladies qui apparaissent sur nos territoires, notamment des maladies vectorielles transmises par les tiques et les insectes. Il y a aussi un intérêt dans la biologie de la conservation, tout simplement, hein, le maintien de la biodiversité. Quand on a perdu 1000 de nos 3000 bouquetins en 2007-2008, là, on a pu quand même se rendre compte de ce qu'une pathologie pouvait entraîner sur le terrain. Également, on laisse quand même par contre agir la sélection naturelle. C'est la raison pour laquelle on n'est pas favorable à des soins aux animaux, notamment aux ongulés, qui ne sont pas des espèces rarissimes, quoi, hein. Donc on n'intervient pas. Par contre, on fait de l'épidémiologie. On essaie de comprendre pourquoi ces maladies arrivent et se développent. Il y a également tout un aspect gestion des alertes. Donc, vous avez vu que là, en faisant le suivi de la mortalité et les autopsies, on peut mettre en place des suivis plus précis vis-à-vis de certaines maladies, de façon à éviter les crises sanitaires, hein, comme celle qu'il y a eu dans le Bargy, par exemple, hein, qui est un des derniers cas, ou la peste porcine africaine, là, qui nous a fait très peur il y a seulement 2 ans. Donc comment, là on ne va pas revenir, hein, sur les différents aspects, on vient d'en parler dans le suivi de 2020. Donc voilà, donc il faut se rappeler qu'on a toujours donc une très bonne collaboration sur la Savoie avec la Fédération des chasseurs, hein, donc avec vraiment des relations très très bonnes qui nous permettent d'optimiser ce suivi sanitaire, non seulement par l'intermédiaire du réseau SAGIR, mais également par les ongulés qui ont été tirés à la chasse. Et donc là, il y a une sérothèque qui est disponible donc au laboratoire de Savoie et donc dans lequel on pourrait piocher pour rechercher certaines maladies. Reste à trouver le financement. Je reprends un petit schéma de Dominique Gauthier, là, hein, qui est vraiment caractéristique. Le parc de la Vanoise, c'est en haut à droite. Donc, on rappelle que les populations sauvages représentent en gros 5000 chamois et 2000 bovins sur la Vanoise, mais les troupeaux domestiques représentent 150 000 ovins, donc soit 70% de transhumants, 25 000 bovins, 4 000 caprins.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même une réalité de contact potentiel entre les deux catégories d'animaux. Et puis, il y a des flux qui sont remarquablement importants, notamment avec des animaux qui viennent des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, et qui peuvent donc véhiculer certaines pathologies, entre guillemets, un peu exotiques, hein, donc, voilà, donc notamment les maladies émergentes transmises par des tiques. On en reparlera en fin d'exposé pour la tique géante, qui est très présente, qui vient petit à petit, qui colonise tout le sud de la France, et qui pourrait, à l'occasion des transhumances, faire un bond de géant et arriver dans les Alpes du Nord. Donc là, on va parler de quelques maladies, puisqu'on a eu quand même pas mal de questions de la part des agents sur ces maladies-là qui sont les plus fréquentes, hein, donc chez les ongulés. Donc la kératoconjonctivite, bon, ben là, elle est connue depuis très longtemps, hein, maintenant. C'est ce qui a été le point de départ des études sur les ongulés de montagne, hein, depuis 1977 en France, et qui ont donné une vision nouvelle sur la gestion. Donc on ne va pas y revenir, vous avez tous entendu parler avant comment on gérait la kératoconjonctivite, hein. On tuait tous les animaux atteints, et on s'apercevait que la maladie disparaissait quand on avait presque tout tué. Donc on s'est aperçu avec ces nouvelles études qu'en fait la guérison était de mise quand même dans beaucoup de cas, hein, des fois dans la plupart du temps, dans 80 à 90% des cas, les animaux guérissent avec peu de séquelles. Donc là, on a un protocole de suivi visuel, hein, qui permet de déterminer la prévalence et les différents stades de la maladie en cas d'épisode aussi. On l'a vu tout à l'heure que la situation actuelle en Vanoise, c'est plutôt une évolution à bas bruit. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'intéresser à ces différents cas, hein, parce qu'on est toujours à la merci d'une souche un peu plus virulente une année ou une immunité qui baisse un peu, et donc voilà, qui pourrait provoquer des épisodes plus importants que ce qu'il y a actuellement. Et puis un petit retour en arrière pour illustrer ce que dit Eric. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première journée scientifique et technique qu'on avait faite, c'était au Ménuire, là, où Jean-Paul Cramp était venu là, nous présenter son suivi sur les populations d'isards marqués en cœur de parc, hein. Donc ce qu'on fait aussi nous sur le bouquetin. Donc là, c'est aussi un des atouts de la CMR. C'est que la kérato, en fait, voilà, il y a plusieurs souches, et l'impact sur une population, elle est fonction des souches et elle est fonction de la période à laquelle elle transite à la saison. En hiver, on peut très bien imaginer qu'il n'y a pas de transmission parce que les animaux sont sur leur zone d'hivernage et donc peu mobiles. En revanche, si c'est une souche qui transite en période estivale, on peut supposer que l'impact sur les populations sera beaucoup plus important. Voilà. C'est aussi un des avantages de la CMR de marquer des animaux, hein, petite parenthèse, c'est que parce qu'on les suit, on est capable de voir justement que les maladies se résorbent ou pas. Voilà. On a parlé un peu tout à l'heure des pneumonies sur le bouquetin, qui représentent la cause de mortalité essentielle sur cette espèce. Donc, c'est une dominante pathologie des écosystèmes d'altitude, hein, donc on a vraiment beaucoup d'animaux qui attrapent des pneumonies, hein, dans nos ongulés de montagne. Chez les bouquetins, c'est probablement en partie lié à une sensibilité spécifique, mais aussi à une fragilité génétique. Et vous vous souvenez tous de cette épidémie grave qui est survenue là en 2007-2008, hein, qui a tué un tiers des bouquetins de Vanoise. Et là, donc, chez les bouquetins comme chez les chèvres, hein, on a plutôt des pneumonies qui sont chroniques et purulentes avec des microbes, donc, qui entraînent des gros abcès, hein, et donc en fait qui finissent par tuer l'animal. On a mis en évidence un herpès virus qui peut être responsable donc également d'une sorte d'immunodépression et qui favoriserait ces pneumonies. Chez les chamois, donc c'est plutôt une pathologie, chez les bouquetins, plutôt une pathologie des adultes. Chez les chamois, c'est des microbes qui sont un petit peu différents, hein, d'autres passerelles, qui, elles, vont entraîner des pneumonies violentes, et particulièrement chez les cabris en fin d'été, au moment où en fait ils sont plus protégés par les anticorps apportés par le lait de la mère, et quand ils n'ont pas encore fabriqué leur propre immunité. Donc en fait, vous avez tous récolté sur le terrain des cabris, hein, au mois d'août-septembre, et qui sont pratiquement tous morts de ces pneumonies hyper violentes, hein, comme on peut voir sur la photo d'en haut, avec donc un poumon qui devient rouge et qui prend la consistance du foie en quelques heures. Ces microbes se rencontrent aussi chez les ovins et caprins domestiques, mais là, ce n'est pas du tout les mêmes conditions d'apparition. C'est plutôt des cas isolés suite à des naissances difficiles, avec des animaux qui boivent la tasse au moment de la mise bas, et après qui restent avec des poumons qui sont fragiles et donc qui attrapent des pneumonies.
mais également des véritables épidémies, mais qui interviennent plutôt dans les milieux confinés des bergeries, liées au stress, à la densité, à la mauvaise ambiance de certains bâtiments. Donc, vous voyez, donc, les mêmes microbes, mais avec des causes qui sont relativement différentes. La brucellose, ça pourrait faire partie d'un exposé à part entière, mais là, on va vite, on va pas non plus trop y revenir. C'est une maladie qui crée des avortements, qui est une zoonose, qui est réglementée. Donc en France, donc la France est indemne depuis 2000. Et on a eu des cas en faune sauvage, donc, notamment en Vanoise, jusque avant les années 2000 ou en début des années 2000. Et l'évolution habituelle, notamment sur les chamois qu'on avait retrouvés, c'était des cas isolés. Et en fait, des animaux qui prenaient donc des gros testicules et des articulations complètement rongées par la brucella, et donc qui entraînait une mort rapide et qui explique que certainement ils transmettaient très peu la maladie. Et puis on a eu l'épisode des bouquetins du Bargy, où là donc on a eu ce foyer qui s'est maintenu dans le milieu sauvage. Et donc là, ça montre un très bon exemple de réservoir sauvage, et on voit maintenant à l'heure actuelle les difficultés à résoudre ce problème, d'où l'importance. Donc on ne va pas revenir sur tout ce qui se passe dans le Bargy, puisque la situation est quand même compliquée, même si elle s'est bien améliorée. Et donc là, l'important, c'est de préférer la prévention, d'où la surveillance renforcée. Donc là, les sérologies qu'on fait en Vanoise, donc c'est quand même, là voilà, vous voyez, un moyen de dire quand même, de surveiller ce risque éventuellement de brucellose. Mais également proposer des mesures agro-pastorales, même si la brucellose n'est plus existante dans les troupeaux domestiques, mais de façon à éviter à proposer des pratiques et qui évitent les risques de transmission d'autres maladies abortives. Dans ces maladies partagées, on a parfois, là c'est que des exemples, mais voilà, on va aller assez vite, mais la faune sauvage peut être victime. Donc c'est le cas donc, du piétin en Haute-Savoie, donc là, avec l'importance de salines en fait, communes aux animaux domestiques et aux animaux sauvages, donc où les troupeaux, donc le piétin est une maladie non réglementée chez les ovins et qui est très fréquente, notamment dans les milieux humides de Savoie ou d'Haute-Savoie, et qui permet donc là et qui peut se transmettre donc aux endroits où les animaux viennent piétiner ensemble, donc notamment les salines, les points d'eau. Donc là, quand ça intervient sur des animaux lourds comme le bouquetin, ça crée des animaux qui l'os des phalanges vient traverser le sabot, et donc les animaux sont perdus. C'est le cas également de la maladie caséeuse dans les écrins. Donc la maladie caséeuse, c'est une maladie qui crée des gros abcès avec du pus très solide dans beaucoup de troupeaux domestiques, notamment certaines races d'ovins, et qui est relativement bien supportée chez ces espèces domestiques, mais qui par contre, quand elle passe dans la maladie, dans la faune sauvage, notamment chez le bouquetin, elle entraîne des mortalités prématurées. Et là, elle impacte durement la dynamique des populations des bouquetins de certains secteurs des écrins, notamment. Dans les écrins également, on a pu détecter donc, le KF, donc, qui est une maladie, la maladie des gros genoux des chèvres, donc suite à des mélanges de chèvres férales et de bouquetins qui sont venus partager le milieu. Et donc la transmission, donc là il y a eu hybridation même, et là donc les hybrides notamment étaient particulièrement sensibles à cette maladie des caprins. Dans d'autres cas, la faune sauvage peut être seulement témoin, et ça c'est le cas de maladies qui sont très fréquentes en élevage, souvent non réglementées, comme des maladies abortives comme la chlamydiose, la fièvre Q, la salmonellose abortive, mais également une maladie qui a beaucoup été présente en Savoie dans les années 90, c'était la galaxie des chèvres, donc un mycoplasme qui entraînait des pertes de lait complètes sur des troupeaux et qui a obligé à éradiquer certains troupeaux qui étaient très atteints. Donc là, on a quelques sérologies positives ou douteuses qui montrent que quand même, voilà, donc ces maladies sont fréquentes chez les animaux domestiques. Et donc les animaux, là, la faune sauvage n'est pas forcément affectée par ces maladies, mais par contre est seulement témoin que la maladie est présente dans le milieu. D'où l'importance d'éviter les contacts entre les deux catégories d'animaux, une fois de plus. Dans les autres maladies partagées, il peut y avoir une sorte d'évolution parallèle, entre guillemets. Donc, c'est les cas des pestiviroses. Donc là, il y a un tas de souches de ces pestivirus qui sont différentes,
Alors, chez les bovins, ça entraîne la maladie des muqueuses, la BVD, pour laquelle est mis en place depuis l'an dernier un plan d'éradication national, donc avec des veaux qui naissent, qui ont été contaminés à une certaine période de la gestation et qui sont excréteurs de virus à vie. Et donc, on essaie d'éliminer petit à petit pour éviter la contamination du reste du cheptel. Chez les ovins, c'est la border disease, qui est une maladie qui est très présente, mais qui est souvent asymptomatique. Et chez les chamois et les isards, c'est la pestivirose, donc qui au départ certainement ont été des souches d'origine domestique, qui sont ensuite différenciées pour se spécialiser entre guillemets sur les isards notamment. Et là, ça entraîne une mortalité importante et un impact démographique dans les Pyrénées. Ces virus circulent pas mal dans les Alpes apparemment, mais a priori sans symptômes. Mais c'est quand même quelque chose à creuser. Et là, ce serait peut-être intéressant d'utiliser la sérothèque disponible en Savoie pour faire un petit peu une étude rétrospective de ces virus, savoir quand est-ce qu'ils sont apparus et un peu voir s'il y a eu éventuellement des chutes dans la natalité des populations de chamois. Dans les Pyrénées, pour info, pour vous donner un ordre d'idée de l'impact démographique, il y a certaines populations impactées, c'est des chaos de 90%, des chutes de population de 90%. Aujourd'hui, la pestivirose, elle s'est arrêtée entre les Hautes-Pyrénées et le Béarn. Voilà, elle a stoppé, mais voilà, gros impact quand même. Enfin, donc on peut parler aussi des maladies émergentes. Donc là, vous avez tous remarqué quand on fait les captures, c'est valable dans tous les endroits où on capture, que depuis quelques années, donc en fait, on trouve en quantité des tiques. Vous avez aussi, quand on observe les animaux, des aoutas, donc là, les petits acariens qui font des taches oranges sur la peau. Donc avant, les aoutas, c'était vraiment l'automne. Et là, maintenant, on en voit toute l'année. Donc, vous voyez, ça, c'est des signes externes qu'on peut remarquer. Et là, dans l'étude Alcotra, donc notamment dans le Mercantour, on a vu apparaître donc des séroconversions en ehrlichiose, qui est une maladie des globules rouges, une petite bactérie qui détruit les globules rouges, la pyroplasmose, qui est un parasite là, qui détruit également les globules rouges, et également la maladie de Lyme, que vous connaissez tous comme maladie professionnelle, quoi. Donc, tout ça, c'est des choses qui apparaissent sur le bouquetin, qui n'avaient pas encore pratiquement jamais été trouvées. Donc, vous voyez, la faune sauvage, dans ce cas-là, sert de sentinelle sur des maladies qui étaient peu recherchées jusqu'à présent. Donc, la vigilance est particulièrement nécessaire sur ces maladies qui sont vectorielles pour la plupart, transmises par des insectes ou des acariens. Et notamment, on a vu tout à l'heure que les mouvements d'animaux et le changement climatique peuvent agir de façon importante sur l'évolution de ces maladies. On peut prendre comme exemple la busnoitiose, qui est une maladie parasitaire donc qui ne touche que les bovins, longtemps qui était contenu dans un petit foyer en Ariège, en France, et puis donc petit à petit, qui ont progressé au fil des achats de bovins et des maladies et des insectes piqueurs qui véhiculent la maladie de façon mécanique, ont entraîné la colonisation complète des Alpes et puis maintenant de la France, quoi. Donc on est dans un cas où on a une maladie vectorielle qui s'est étendue de façon spectaculaire et avec des moyens de lutte qu'on a du mal à mettre en place parce que c'est une maladie très très difficile à éliminer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces résultats? C'est très intéressant parce que vis-à-vis du grand public et des professionnels de la montagne, on peut faire appel au suivi participatif, les observations d'animaux malades, la découverte de cadavres. Donc là, c'est important d'avoir ce retour d'information. Et à l'heure actuelle, avec la géolocalisation et les clichés numériques, on peut faire du bon travail. Donc voilà, il faut encourager ce processus. Mais il faut aussi que ce soit dans l'autre sens, c'est-à-dire pas oublier de faire un retour aux personnes, aux découvreurs de ces cas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas négliger, parce que si on veut avoir la constitution d'un bon réseau, il faut qu'il y ait du retour. Pour les chasseurs, c'est les inciter à continuer à s'impliquer dans les suivis, dans les prélèvements. Et pour un petit cas particulier, c'est d'éviter les points de concentration, donc éviter ces concentrations d'animaux sauvages, donc limiter l'agrainage, les pierres à sel, l'affouragement, donc tout ce qui peut concentrer les animaux à une certaine période de l'année, c'est à éviter. Et enfin, donc là, c'est ce qu'on met en place dans le Mercantour et qui sera intéressant de faire éventuellement sur Modane et au moins à titre expérimental sur Modane et sur Pézé.
c'est de sensibiliser les bergers et les éleveurs, donc à la fois sur le plan améliorer l'état sanitaire de leurs troupeaux, donc là ça va être le principe gagnant-gagnant, c'est-à-dire que donc là en été il y a énormément de mélanges de troupeaux avec des contaminations croisées entre animaux domestiques. Donc là, ce serait dans l'intérêt de protéger le cheptel, mais aussi celui des voisins. Notamment, il y a des maladies comme les maladies abortives, la gale, le piétin, qui se transmettent très très facilement en alpage et qui sont compliquées à éradiquer par la suite. Et diminuer également les sources de contagion en améliorant la situation sanitaire et empêcher de ce fait la création de réservoirs sauvages. L'autre aspect, c'est limiter les contacts directs entre les troupeaux et la faune sauvage. Donc là, à l'heure actuelle, avec l'apparition et la pérennisation du loup, ce risque est plutôt réduit puisque donc le gardiennage et les chiens de protection assurent une sorte de barrière entre les deux catégories d'animaux. On a vu que dans les cas de maladies abortives, donc la transmission se fait essentiellement au moment des mises bas. Donc empêcher les animaux domestiques d'aller dans les zones de mise bas et les zones refuge, c'est quelque chose de très important. Également, il y a pas mal de choses à faire sur l'aménagement des points d'abreuvement, qui en Savoie sont peut-être encore moins, pour l'instant, moins problématiques que dans les Alpes du Sud. Mais la ressource en eau, elle est de plus en plus chère. Et donc, voilà, éviter tout ce qui est piétinement, souillure, gaspillage, donc peuvent aider à éviter la transmission de maladies. La gestion des salines est vraiment très importante aussi, donc il faut privilégier le sel en vrac près des cabanes, parce que tout ce qui est sel, c'est un vrai aimant à ruminants, qu'il soit domestique ou sauvage. Et donc là, c'est là qu'on peut avoir des contaminations de nez à nez avec les animaux qui se succèdent à la pierre à sel, par exemple. Et enfin, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc éviter à tout prix les chèvres férales, qui sont quand même des potentiels de ponts de transmission interspécifiques très importants. Voilà un petit point sur l'aspect de l'application des résultats du suivi galliforme. Donc là, c'est une petite présentation que j'avais prévue pour une réunion de l'OFB, mais qui n'a pas pu avoir lieu en 2020, malheureusement. Donc pour les galliformes de montagne et le dérangement hivernal, que peut apporter le suivi parasitaire? Donc pour mesurer ce dérangement hivernal, on a besoin d'indices de changement écologique, d'anciennement de bioindicateurs. Et on s'aperçoit que dans tout ce qu'on peut proposer, on n'a pas grand-chose. Donc là, le suivi parasitaire, malgré pas mal de biais, il peut apporter des informations complémentaires à d'autres méthodes, comme les suivis hormonaux, etc. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir ce suivi, qui notamment est peu coûteux et non invasif. Donc on utilise un petit parasite là, qui est en haut, là, qui est minuscule, donc qui n'est pas un parasite du duodénum, qui n'est pas mortel pour les oiseaux, mais qui va montrer qu'en cas de stress, donc la condition physique des oiseaux baisse. Également, il y a une baisse des défenses immunitaires qui fait que l'oiseau lutte mal contre les parasites, et ce qui se traduit par une augmentation de l'excrétion des œufs dans ses fientes, et c'est ces œufs qu'on retrouve au microscope quand on fait nos recherches. Quelques résultats qu'on vous a déjà montrés à pas mal de reprises, c'est que, notamment sur le site d'études des Bellevilles, on a une excrétion de capillaria qui est multipliée par 3, sur Beldon multipliée par 4, et sur le lagopède à Flaine, dans le gifre, là on avait également donc, une excrétion qui était bien supérieure. Et là sur la droite, le petit schéma, ça montre bon là c'est déjà maintenant, ça date un petit peu, c'était il y a une dizaine d'années, mais c'était assez caractéristique avec, j'ai eu la chance de faire des prélèvements sur une partie de l'hiver. Et là, donc, on a vu qu'avant la saison de ski, les parasites, il n'y avait pas d'excrétion parasitaire, qui d'habitude est nulle en hiver, donc c'était tout à fait classique. Et là, il y a eu une flambée de l'excrétion parasitaire pendant tout l'hiver, dans la zone qui était la plus dérangée sous le télécabine de la masse. Donc, on voit que cette mesure du suivi parasitaire, c'est un indicateur parmi d'autres du dérangement, et ça a contribué à la mise en place de mesures conservatoires, notamment les créations des zones de quiétude, la plantation de pinettes serrées non accessibles aux skieurs. Mais on voit quand même toujours qu'il faut rester vigilant parce que l'aménagement est malheureusement de la montagne est toujours croissant. Et ça, on le voit à l'heure actuelle au Ménuire, où
la zone d'hivernage de la masse a été un petit peu rabotée par les équipements. Pour le lagopède, on a donc cet aspect influence du changement climatique. Donc le lagopède, vous le savez tous, est une espèce très spécialisée qui a un féodé. C'est un des rares animaux qui vit à plus de 2000 mètres d'altitude en permanence, dans un biotope très rude. Et là, un petit peu comme chez la marmotte, il y a eu une coévolution millénaire entre les hôtes et leurs parasites. Donc en fait, chez le lagopède, il y a très peu d'espèces parasites, mais par contre, elles sont hyper adaptées à leur hôte. Et cet équilibre, il est resté longtemps très stable. Et là, on observe des ruptures de cet équilibre liées aux modifications environnementales. Et dans ces cas-là, il y a 3 scénarios possibles. Il y a le premier scénario qui est l'extinction. Donc là, c'est l'exemple de Trichostongylus, qui est un petit parasite des sécoms, qui est très présent chez la grouse d'Écosse et qui était jusqu'au début des années 90 très présent en Vanoise et qui, à la suite des premiers étés caniculaires là, de 92 notamment, ont complètement disparu. Donc en fait, on retrouve plus ce petit parasite. Alors vous direz, c'est plutôt pas mal, puisque ça libère la charge parasitaire chez les oiseaux. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que notamment dans le sud des Alpes franco-italiennes, où il y avait un suivi parasitaire qui était en place depuis très longtemps, on a commencé à voir la disparition des parasites, et puis ça a précédé la disparition des lagopèdes. Donc souvent, ça peut être un premier signe inquiétant du changement du milieu. Puisque là, donc, ce phénomène, il est lié aux difficultés d'accomplissement du cycle parasitaire, à la fois la baisse de densité des hôtes, et puis également des conditions sèches qui sont défavorables à la survie des œufs et au développement du cycle direct des parasites. Le deuxième cas, à l'inverse, c'est une augmentation d'incidence. Donc ça, c'est le cas des préalpes, des lagopèdes dans les préalpes, que ce soit des préalpes du Nord ou des préalpes du Sud, où là, depuis maintenant une quinzaine d'années, on détecte des infestations massives par des nématodes ou des trématodes. Et ce phénomène, il est lié à plusieurs facteurs, probablement, c'est plurifactoriel. Il y a à la fois que ce sont des petites populations qui sont en marge de l'aire de répartition. Leur niche, elle devient de plus en plus limitée en altitude. Les oiseaux, ils arrivent, là, il y a des massifs qui font 2003. Les oiseaux, ils arrivent, là, ils sont au sommet d'où ils pouvaient aller. Donc, le milieu se morcelle. Et les oiseaux se concentrent sur des micro-zones refuge où donc ils se contaminent de façon plus massive. Également, on peut évoquer la fragilité génétique, puisque plus ces petits noyaux s'écartent les uns des autres, moins les échanges entre populations se font. Et petit à petit, on arrive à des oiseaux qui sont très faibles en génétique. C'est le cas, l'exemple classique, c'est celui qu'on rencontre dans les Pyrénées, avec le massif du Canigou qui s'est séparé du reste du massif pyrénéen. Dernier scénario, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les Pyrénées, c'est l'exemple d'un petit parasite de l'estomac. Je clique à gauche. Oui. Voilà, qui parasite cette partie de l'estomac à côté du gésier, là, et on voit donc depuis quelques années, on retrouve des lagopèdes morts avec des estomacs hyper dilatés, remplis de ces spirures, de ces vers, qui sont donc les spirures. Donc c'est une catégorie de nématodes qui parasitent les premiers segments du tube digestif des oiseaux et qui, notamment chez les canards, entraînent pas mal de... Oui, excusez-moi. Entraînent pas mal de problèmes pathologiques. Et là, ce qui est étonnant, c'est que ce parasite, on n'a pas beaucoup de données précédant cette dizaine d'années, là, mais par contre, on ne l'avait jamais mis en évidence chez les lagopèdes de cette région. Donc, on peut penser qu'il y a eu un franchissement de la barrière d'espèces. Et donc là, on parle de ça sans arrêt là, avec le coronavirus en ce moment, mais là, c'est valable aussi pour certains parasites. Et là, on peut penser que le milieu du lagopède, il est devenu favorable à d'autres hôtes et également à certains parasites qui peuvent impacter la dynamique des populations de façon relativement importante. Voilà, donc vous voyez, donc on parle encore de cet effet sentinelle de la faune sauvage pour étudier les bouleversements de nos écosystèmes. Mais ça montre aussi que c'est particulièrement difficile de trouver des méthodes d'études pour les espèces rares ou menacées, parce que là, vous voyez que pour arriver à faire des études sur les lagopèdes,
on a du mal à trouver le matériel et c'est quand même compliqué. Hein, c'est toujours, et là, c'est pour ça qu'il y a d'autant plus de valeur à autopsier les quelques animaux qu'on peut trouver dans ces espèces-là. Et petite parenthèse pour faire le lien avec un autre programme sur les Trois Vallées, là, je me tourne vers Nico. Cette année, sur les captures lago, Eric parle de nouvelles méthodes, là, mais dans le cadre du POIA, espèce arctico-alpine, il va y avoir une étude sur la génétique de ces populations de lagopènes. Donc, il faudra qu'on pense à bien récupérer les plumes. Voilà, c'est un autre exemple. Voilà, pour terminer, on va parler un petit peu de quelques actualités sanitaires, notamment donc du virus, là ça c'est sur les oiseaux, donc le virus de la grippe, hein, donc vous avez donc des souches hautement pathogènes, donc vous avez tous suivi l'actualité avec les abattages d'élevage de canards là dans le sud-ouest, hein, comme malheureusement chaque hiver, et on voit quand même que donc, cette année, donc là, il y a des... Désolé, je me trompe. Tu remontes en arrière ? Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon. On a notamment, donc là, en rouge, ce sont les foyers domestiques. Donc, on en a eu en France, en Corse et surtout dans le sud-ouest. Et par contre, vous voyez donc sur les cas sauvages en vert, le Danemark, la Hollande ont été très, très atteints cette année, un petit peu comme au fil à la faveur des migrations, quoi, donc selon les axes migratoires. Et donc, cette année, la souche était donc, voilà, pratiquement toujours la même, donc H5N8. Donc, ça change un petit peu selon les années. Parmi les autres virus aviaires, donc il y a le virus du West Nile qui là donc peut entraîner de la mortalité d'oiseaux et transmis par un petit moustique, mais surtout peut entraîner des encéphalites chez les chevaux, mais également chez les êtres humains. Donc en France, on a un foyer historique en Camargue, hein, depuis très longtemps. Mais là, ce qui a été plus inquiétant, c'est qu'on a une flambée en Italie et surtout en Allemagne. Hein, donc on pensait que c'était une maladie plutôt, entre guillemets, un peu exotique. Mais on s'aperçoit que cette maladie-là a tendance à s'installer dans pas mal d'autres régions, et le sud de l'Espagne, vous voyez aussi, est assez atteint. Le cousin du West Nile, donc c'est le virus Uzutu, là, donc, qui a touché essentiellement donc, là, des grives et des merles, donc, mais qui est un peu moins spectaculaire que le West Nile. La marche à suivre pour ces trois virus, elle est identique. On a une suspicion si on trouve 5 cadavres dans un rayon de 500 mètres en une semaine. Et là, donc, ça motive donc la collecte de ces oiseaux et la surveillance dans le cadre du SAGI renforcé. Donc là, vous pouvez être sollicité. Voilà, hein, c'est l'OFB, et sur le territoire du parc, eh ben, c'est les agents de terrain. Un petit mot sur la peste porcine africaine qui a fait l'actualité en 2019. Donc avec un foyer qui était à la frontière franco-belge, donc qui est resté côté belge, mais donc les Ardennes belges, avec beaucoup de cas de mortalité sur les sangliers, et avec une trouille parce que si la maladie arrivait en France, ça bloquait toutes les exportations de viande porcine. Donc là, il y a plutôt de bonnes nouvelles puisque le foyer a été contenu et a disparu. Donc il y a un allègement du dispositif de surveillance. Reste quand même en place un plan de prévention régional, donc là qui aurait dû être présenté au COPIL là, cet automne, mais dont vous pouvez avoir les infos, hein, qui était donc savoir un petit peu les démarches à faire en cas de mortalité anormale des sangliers sur la région. Les inquiétudes quand même subsistent en Allemagne et en Pologne, avec donc un foyer qui s'est déclaré il y a peu de temps et qui a du mal à être contenu. Vous voyez que la maladie existe aussi, hein, chez les porcs domestiques et chez les sangliers en Roumanie et en Europe de l'Est, quoi. Donc, et là, on peut quand même toujours être inquiet, puisqu'en fait, c'est une maladie qui non seulement donne de la fièvre aux animaux et se transmet d'animal à animal, mais également peut être véhiculée par l'intermédiaire de la viande et des charcuteries. Donc, en fait, on n'est pas à l'abri non plus d'un saut, comme ce qui s'était passé en Belgique il y a 2 ans, d'un retour de cette maladie qui reste très très présente en Europe de l'Est et en Asie. Mais qui, Eric, n'est pas transmissible à l'homme. Voilà, qui est une maladie qui est propre aux porcins. Et enfin, pour finir, donc un peu là, désolé, j'ai zappé ma dernière sauvegarde, donc il y avait quelques photos horribles de tiques, mais bon, c'est pas non plus. Oui, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas si mal que ça.
Donc, rappelez quand même que la borréliose de Lyme est en prévalence croissante en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans les régions boisées. Hein. Ça reste une maladie professionnelle, donc grave. Donc, à chaque sortie, à chaque retour de sortie, bien vous inspecter. Et donc, en cas de découverte d'une tique, bon, ben, l'enlever avec les instruments qui conviennent. Et ne pas hésiter à consulter si vous avez une tache rouge, mais même en cas de morsure de tique, je pense qu'il faut quand même prendre ses précautions, le signaler en tout cas, et éventuellement être traité aux antibiotiques si nécessaire. Un petit cas qui a défrayé la chronique là, au mois d'avril dernier, donc avec des cas de fièvre sur des humains de façon assez importante, une quarantaine de personnes assez malades là dans l'Ain. Donc on a pensé que c'était le Covid au départ, et en fait il s'est avéré que c'était de l'encéphalite à tique, donc une maladie qui est transmise aussi, un virus qui est aussi transmis par les tiques, et qui est assez présente en Europe, hein, donc qui crée des cas pareil de sorte de pseudo-grippe chez les humains. Et là, le cas était un petit peu particulier puisque les gens ont été contaminés par du lait cru de chèvre et de vache, elles-mêmes piquées mordues de façon importante par des tiques. Alors là, normalement, la transmission par le lait ne s'effectue que rarement, mais là, les animaux étaient en pleine septicémie, et en fait, donc on transmet le virus par ce lait. Donc quelque chose d'un petit peu rare, mais la transmission majeure, elle reste de façon directe par la morsure de tique. Donc même précaution qu'avec la maladie de Lyme. Quand vous trouvez des tiques sur vous, faites très attention à les enlever le plus rapidement possible. Enfin, l'apparition depuis quelques années dans le sud, à partir de l'Espagne, d'une tique géante, hein, la Yaloma, qui est vraiment une tique qui est grosse comme le petit doigt, quoi, qui est un truc et qui, à la différence des tiques qu'on a à l'heure actuelle chez nous, ne tombe pas sur les animaux, sur les humains à partir des buissons dans lesquels elle est montée, mais qui chasse à court, quoi, hein, qui va aller profiter des animaux qui sont couchés pour se fixer sur eux. Hein, donc, c'est une maladie qui est transmise, c'est une tique qui peut transmettre certaines maladies, notamment la fièvre Crimée-Congo, hein, donc qui est une maladie humaine qui est relativement grave. Et là, je vous parlais tout à l'heure donc de ce risque pas forcément négligeable de montée de ces tiques depuis le Midi jusque en Savoie par la transhumance. Donc voilà, donc toujours être vigilant. Et donc là, pareil, les tiques, vous pouvez les récolter hein, quand vous trouvez des tiques, les mettre dans de l'alcool et puis on s'assurera de la détermination. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur le suivi sanitaire de la faune sauvage en Vanoise, en vous remerciant. Merci Eric. Et On n'a pas Jérôme eu pour les l'occasion de lire les questions du coup parce qu'on était en plein écran dans la salle Bardel, donc voilà. Il y avait des commentaires en question. Je remonte un petit peu. Benjamin demandait des nouvelles de l'aigle récupéré à C et qui est mort au Ticodrome, savoir s'il avait été analysé. Mais je suppose que. Ouais, du coup, ça, je vais pas y répondre tout de suite parce qu'il faut que j'aille chercher dans mes documents et j'ai plus les choses en tête là. Mais je peux vous tenir au jus. Il a été autopsié de toute façon. Oui, oui. Ouais, oui. C'était pour la plombémie, en fait. RAS, si je reviens pas vers vous avec la plombémie, c'est qu'il n'y a rien au niveau plombémie. Ok, merci. Merci Ben. J'avais pas identifié d'autres questions, mais si c'est le moment, on a un quart d'heure pour échanger. J'ai vu que Thierry avait posé une question sur les rougeurs. C'est une indication, je pense. Effectivement, ça apparaît pas systématiquement. Oui. La fameuse cocarde autour de la piqûre. Et que le plus sage est de consulter. Ça, il faut consulter sans faute. Mais après, même en cas de morsure, je pense qu'il faut mieux prendre un avis médical quand même, hein, parce que vu que là, la rougeur, c'est lié à la maladie de Lyme, mais par contre, comme il y a d'autres pathologies, les tiques peuvent transmettre quand même un certain nombre de cochonneries. Et donc, c'est pas anodin de se faire mordre par une tique. L'érythrème, un migrant de piqûre de type pour la borréliose de Lyme, hein, c'est que dans 80% des cas. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas l'érythrème migrant qu'on n'est pas affecté par la maladie. Donc, faut être vigilant aux symptômes sur les mois à venir, d'où l'importance d'inscrire ça dans le registre dont Thierry parle.
Je rebondis juste du coup, Eric, sur la dernière diapo. Alors effectivement, l'encéphalite, moi depuis que je travaille, on en entendait parler, mais ça paraissait loin. C'était effectivement dans les pays de l'Est. Je me disais bien qu'un jour ça finirait par apparaître. Et je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit, qui m'étonne pas mal. Du coup, dans l'Ain, ça veut dire que le lait des animaux qui en fait étaient en pleine septicémie continue à être commercialisé Ben, et en fait, utilisé. ça a été une découverte, en fait, hein, puisque les animaux étaient asymptomatiques, en fait. Hein. Ils Ah, faisaient une ils étaient septicémie asymptomatiques. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils continuent à produire du lait, et c'est uniquement quand les gens ont été malades qu'on a fait des recherches et qu'on s'est aperçu que ça avait été le lait. Et le lait est redevenu normal, en fait, très rapidement, en fait. Hein. C'est ça. Là, dans les études qui sont faites, en fait, on a une excrétion laitière qui dure à peu près une petite semaine. D'accord. Mais Donc ça, eux, les animaux étaient en bonne santé Voilà, les apparemment. animaux, voilà, rien, à part qu'ils étaient porteurs de tiques, rien ne les laissait suspecter qu'ils puissent transmettre cette maladie. D'accord. Voilà. Bon, on sentait bien que Thierry, ça manquait d'investissement. j'ai vu ton mail, Thierry. On va en discuter avec Eric et on essaye de te faire un retour dans la journée. Je ne sais pas s'il nous entend, Thierry. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez partager sur toutes ces actions présentées? Oui, là, c'est Dominique. Là, Ah. j'avais un commentaire là sur les encéphalitatiques. C'est quelque chose qui est très présent en Suisse et en Autriche. Oui. Hein, donc, il ne faut pas aller dans les pays de l'Est, c'est à côté de Oui, chez oui, nous. voilà, oui. Oui, oui, plus Euh, maintenant. Oui, oui, moi, et, quand j'en entendais parler, c'était il y a ouais. longtemps, mais Et de façon globale, il va y avoir une grande réforme avec une directive européenne, la loi sur la santé animale, qui va s'appliquer en 2021, qui va remanier les choses. Mais la plupart des maladies ne sont pas réglementées. Donc, on peut avoir que des cortèges de recommandations, de précautions vis-à-vis d'elles. Et c'est vrai que les encéphalitatiques, en matière d'animaux domestiques, ne sont pas catalogués dans ces maladies réglementées. Voilà. Sinon, j'avais aussi quatre petits commentaires par rapport à ce qu'a présenté Eric, là, qui était super intéressant. C'est d'insister sur l'importance des longues séries. Parce que là, cette veille sanitaire, elle a commencé en 1977, donc ça fait plus de 40 ans. Elle a été maintenue chaque année, malgré tous les aléas qu'a pu connaître le parc. Et aujourd'hui, on a une masse de données extraordinaire, quoi. Et c'est peut-être bon, on a vu les glaciers, quelque chose qui a perduré depuis ces origines-là. Donc voilà, c'est dire aussi l'importance des choses parce que derrière ça, bon, il y a eu la thèse de Marion Vallet, là, il y a 3 ans, qui a permis d'avoir la compilation de toutes ces données. Aujourd'hui, on a entre les mains une masse d'informations qui reste à exploiter, donc des travaux, des poursuites, etc., quoi. Donc, voilà, à bien insister. Deuxième point, c'est aussi également l'importance de conserver les sérums, les souches bactériennes, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils modernes qui se développent, notamment sur la génomique, et qui permettent d'expliquer beaucoup de choses qu'on a eues éventuellement dans le passé ou qui arrivent maintenant. Bon, par exemple, Eric a parlé de la galaxie contagieuse qu'on retrouve en tracérologique chez le bouquetin. Alors, quand il y a eu les grosses mortalités il y a 10 ans de bouquetin, justement, avec ces possibilités de génomique, on a pu établir qu'il ne s'agissait pas des souches qui avaient eu lieu chez les caprins en Vanoise, parce que sinon le monde agricole aurait été très irrité contre les bouquetins de Vanoise. Donc, c'est vraiment de phylums différents. Et pareil pour la kératoconjonctivite, hein, ce sont des choses qu'on a pu établir. Ça veut dire que les foyers sauvages sont hérités du domestique, mais ensuite poursuivre leur propre route et il n'y a pas de contamination réverse, quoi. Donc on a déjà eu, notamment en Maurienne, des plaintes d'éleveurs qui voulaient se faire indemniser par le parc parce qu'ils avaient eu cette maladie sur leurs animaux. Mais avec ce type de conservation de souches et d'études, on peut répondre, quoi, oui. Il y avait aussi un point là que je voulais insister, c'est ces études-là, bon, ben, elles sont intéressantes, mais elles sont surtout intéressantes par le lien qu'on peut faire avec d'autres disciplines. Et il y avait notamment sur la dynamique des populations, que ce soit les galliformes, les ongulés, etc., des choses très intéressantes. Et ça, c'était l'étude qui avait été faite à Modane de 97 à 2007 sur les étagnes, qui avait montré justement quels étaient les facteurs de variabilité
de la dynamique des peuples et de la reproduction. Donc, il y avait eu des analyses multifactorielles en mettant en regard la climato, la fitness et les maladies abortives. Et on avait vu que le numéro 1, qui explique finalement l'impact sur la dynamique des peuples, c'était les maladies héritées des animaux domestiques, les maladies abortives. Donc, c'est dire l'importance de ces relations qu'on sous-estime quand on est uniquement sur un focus biologique. Et puis voilà, le dernier point sur lequel je voudrais insister en rebondissant sur ce qu'a dit Eric, c'est vraiment l'aspect maladie émergente et vigilance. Ça fait partie des recommandations internationales. L'OMS vétérinaire, avec 178 pays membres, ils ont pris une résolution en demandant à tous les États de mettre la faune sauvage comme la sentinelle de tous les phénomènes émergents. Donc ça fait partie des prérogatives qu'il faut absolument développer. Et voilà, on a des exemples qu'a cité Eric, la maladie de Lyme, par exemple, en PACA, c'est quelque chose sur lequel on avait quelques cas humains, mais on ne savait absolument pas quoi en dire. Est-ce que c'était au cours de leur balade, par exemple dans l'Est français ou autre? Et puis le suivi bouquetin a montré que finalement, c'est quelque chose qui a apparu il y a moins de 5 ans. Donc finalement, c'est bien quelque chose qui est devenu autochtone, mais hyper récemment, quoi. Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir une sérothèque, quand on identifie un nouveau phénomène, on peut revenir dessus, voir s'il y a un signal positif sur ces sentinelles qui sont là attachées au territoire, et même aller à l'envers pour voir quand est-ce que ça a commencé, quoi. Et là, par exemple, on a la fièvre de Crimée-Congo qui arrive dans... On a déjà des traces sérologiques sur les bovins sur la région PACA, donc avec les tiques géantes. Et ça, c'est vrai qu'on va pouvoir exploiter les sérothèques qu'on a, par exemple, dans le Mercantour, pour voir si on a des signaux qui ont déjà été identifiés et depuis quand, quoi. Voilà, donc c'est pour dire un peu l'importance de ces études et la continuité aussi de ce que la Vanoise détient depuis maintenant plus de 40 ans. Merci Dominique pour ces remarques vraiment toujours pertinentes. Et ça fait plaisir, mais je me suis beaucoup inspiré de tes précédentes communications. Il y a des mains levées. Je crois qu'il y a Hubert qui lève la main. Hubert, on t'écoute? Oui, merci pour cet exposé, bien qu'il puisse faire un peu frémir quand on a comme ça d'un seul coup toute l'avalanche des misères qui peuvent s'abattre sur la faune sauvage et domestique. Et je voulais plus spécialement vous demander si vous avez des données sur l'incidence du virus Usutu sur les grands turdidés. Parce que moi, j'observe une nette régression des populations de merles, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un lien, je ne sais pas s'il y a des études récentes sur le sujet. Les cas répertoriés là sont relativement faibles ces 2 dernières années. Mais après, c'est pareil, est-ce qu'on les cherche autant qu'on devrait, quoi. Donc c'est ça. C'était d'où l'intérêt, c'était de signaler ces cas de mortalité, non seulement d'oiseaux patrimoniaux pour la Vanoise, mais également de mortalité d'oiseaux plus courants, quoi, comme les passereaux notamment. Après, sur le reste du département, il y a bien évidemment le réseau SAGIR avec les intervenants techniques départementaux là, et je sais que la Fédé 73 via ses intervenants a collecté quelques turdidés, notamment des merles, pour investiguer sur ce virus et RAS jusqu'à présent. Oui, il y en avait eu il y a 2 ans. Oui. Voilà, mais après c'est vrai que après il faut un effort de collecte suffisant, quoi, pour arriver à le déterminer. Ok, merci. Quelle a été la réaction, donc la présentation, une partie de la présentation que tu nous as faite, Eric, vous l'avez faite sur le secteur de Haute-Tarentaise, la APZ. Quelle a été un peu la réaction des participants sur le sujet transmission des maladies, faune sauvage, faune domestique, le fait que ça n'est pas toujours dans le sens faune sauvage vers faune domestique. Vous avez eu un peu des retours là-dessus? Les gens étaient surpris, se sentaient concernés, impliqués?
Oui, le public qu'on avait, en fait, était peut-être pas très nombreux non plus, hein, pour en faire des conclusions un peu hâtives comme ça. Mais par contre, il y avait beaucoup de gens qui découvraient complètement déjà ce qu'on pouvait faire sur la faune sauvage, quoi. Ils ont été surpris par notre implication là-dedans. Et également, oui, ils découvraient quand même un petit peu ces maladies. Et puis surtout, il y avait quand même cet aspect Bargy, notamment, qui ressort, quoi, hein. Donc quelques inquiétudes des gens. Et là, c'est dommage, il n'y a pas eu assez de professionnels, je pense. Il n'y avait pas assez d'agriculteurs ou de chasseurs. Mais c'est vrai les gens là découvraient un petit peu tout ce domaine. Donc, on n'a pas eu, voilà, on a eu quand même des questions, mais plus des questions, oui, après, oui, des questions sur les transmissions et tout ça. Les gens ont découvert cet aspect-là du suivi de la faune sauvage, quoi. Ouais, donc un effort de communication encore à poursuivre de notre côté sur Oui. ces Donc là, aspects-là. c'est pour ça que je pense que ces opérations sont à renouveler. Et là, en plus, c'était très bien parce qu'il n'y avait pas que du sanitaire, quoi. Il y avait aussi également donc, du suivi, le suivi plus général des ongulés, la présentation des espèces. Et là, c'est pareil, beaucoup de gens ont découvert un tas de choses, hein, sur ces espèces, quoi. Donc je pense que là, il y a une sensibilisation qui reste encore à faire de façon importante. Et je suis sûr qu'il faut encourager ces opérations-là, quoi. J'espère qu'on pourra les refaire dans un avenir proche. Merci. Et oui, pas de socio-pro, mais je me le notais, Christian, je me disais, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse, nous, d'aller au contact, peut-être dans les assemblées du monde agricole, dans les assemblées, pour proposer ce type d'intervention qui est purement factuelle. Voilà, aujourd'hui, la situation telle qu'on la connaît, nous, aujourd'hui. Après, ils sont représentés, hein, les sociopros, dans notre comité veille sanitaire qu'on tient annuellement, piloté par Eric et Jérôme. Donc, effectivement, on ne touche pas encore, on commence à toucher et l'effort est à maintenir.